Le 15 août 2021, Jonathan, Hélène et leur petite fille d'1 an, Midju, décident d'aller se balader dans le parc naturel du Sierra National Forest en Californie, non loin du célèbre parc Yosemite. C'est une belle journée qui s'annonce, la famille est prête pour cette randonnée. Mais le lendemain, la famille en question est aux abonnés absentes. Jonathan, le père, ne se présente pas à son bureau. De son côté, Hélène pose un lapin aux élèves qui devaient assister à son cours de yoga de 11 heures. Et la nourrice, censée garder la petite, n'a vu personne. Ça ne leur ressemble pas. En plus de ça, leurs téléphones portables sont tous les deux sur messagerie. Alors où sont-ils? Que leur est-il arrivé? Faut-il s'attendre au pire? Tout le monde est très inquiet. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir encore une fois. J'accueille tous ceux qui viennent d'arriver également sur la chaîne. N'hésitez pas à aller faire un petit tour après la vidéo sur les autres vidéos justement. Vous trouverez des enquêtes criminelles, des histoires true crime, des témoignages, des podcasts également. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour après cette histoire. Une histoire, vous allez le voir, qui part d'une disparition, une disparition très mystérieuse. Il y a plein de questions qui se posent tout au long de cette histoire. Je vous en dis pas plus, mais restez bien accrochés au récit. Commençons par présenter la famille qui nous intéresse aujourd'hui. Nous avons d'un côté Jonathan Gerrish et Hélène Chung. Alors tous les deux ne sont pas américains. Jonathan, lui, il est anglais, il est né à Preston. Et Hélène vient de Corée du Sud. Tous les deux se sont rencontrés à San Francisco en 2010 et rapidement, ils sont tombés amoureux, ça a été un coup de foudre. À ce moment-là, Jonathan, il est étudiant en informatique et Hélène est également étudiante, mais elle, en psychologie. Ils ont continué tous les deux leur vie en Californie, ils se sont installés tous les deux, ils ont commencé à emménager ensemble. Jonathan, après ses études, va trouver rapidement un travail au sein de l'entreprise Snapchat où il est ingénieur. Et Hélène, de son côté, donne des cours de yoga tout en suivant plusieurs patients en psychothérapie. Juste après ses études, elle a réussi à s'installer. Et puis vous le savez, il y a la pandémie de la Covid-19 qui passe par là. Ils sont tous les deux mis en télétravail. Hélène arrête ses cours de yoga parce que c'est pas possible de les donner, mais continue de suivre des patients à distance. Et Jonathan, lui, continue évidemment à avoir du travail, mais chez lui. Et cette période de la Covid-19, cette période de télétravail, va les pousser finalement à quitter San Francisco. Ils en ont un petit peu marre de la ville, ils ont envie de partir, de s'éloigner. Et c'est ce qu'ils vont faire. Direction 200 km plus loin, ils s'installent en mars 2020 à Mariposa, un endroit tranquille, un endroit en pleine nature, un endroit qui leur convient finalement, qui leur convient surtout pour élever leur petite fille qui arrive, qui est prévue pour l'été 2020. Et cette petite fille arrive effectivement en août 2020 et ils l'appellent Midju. La petite famille s'est agrandie, il y a donc Midju qui vient d'arriver, et puis il y a ce chien qu'ils ont également depuis quelques mois, Husky. Et donc la petite famille s'est installée dans cette petite maison qu'ils sont en train de rénover à Mariposa. Ils s'y sentent super bien, ils construisent vraiment leur petit cocon. Et en plus de ça, eh bien, ils sont en pleine nature, la nature est là pour eux, ils peuvent faire des randonnées dans les parcs nationaux, du surf, il suffit d'aller quelques kilomètres plus loin et ils peuvent faire du surf, des balades à vélo. D'ailleurs, en parlant de randonnée, il faut savoir que tous les deux sont des randonneurs aguerris. Ils ont des kilomètres et des kilomètres de randonnée qu'ils ont fait à deux ou alors tout seuls, chacun de leur côté. Et pour la petite histoire, Jonathan est même membre d'un site internet qui s'appelle alltribes.com et qui recense toutes les randonnées qu'il a fait ces derniers mois. Quand on va sur son profil, on trouve toutes les randonnées qu'il a pu faire et on s'aperçoit que effectivement c'est un randonneur aguerri, en tout cas il a fait beaucoup de randonnées. Et d'ailleurs depuis qu'ils sont arrivés à Mariposa, ils en font encore plus des randonnées et ils n'en font plus qu'à deux. Ils emmènent aussi leur petite fille qui a quelques mois, qu'ils emmènent dans un porte-bébé de randonnée. Alors évidemment, quand ils les emmènent, ils prennent toutes les précautions. Ils ont des chaussures de randonnée, ils ont des bâtons, chapeaux, ils prennent de l'eau, ils ont des barres de céréales. Même pour une simple balade le long de la rivière, en tout cas selon leurs amis, selon leurs proches, ils font attention. C'est un peu ce qu'il s'est passé ce dimanche 15 août 2021. Il est 6h45 quand la petite famille se réveille pour se préparer à partir en randonnée. Ils vont petit déjeuner très rapidement et à 7h du matin, Jonathan, Hélène, Midju et Husky grimpent dans la voiture le Ford Raptor acheté quelques mois plus tôt par Jonathan. Direction le parc naturel du Sierra National Forest qui n'est pas très loin de chez eux en Californie, non loin du célèbre parc Yosemite. Précisément le Savage Lundy Trail, un sentier d'une douzaine de kilomètres de long qui suit le cours de la rivière Merced et qui traverse donc le parc Yosemite. Ce matin-là, il fait beau.
le ciel est dégagé, leur randonnée est toute tracée, ils doivent commencer au niveau du Isles Cove Trail pour rejoindre le South Fork Merced Trail et retourner ensuite à leur véhicule en remontant le sentier qui s'appelle le Savage Lundy Trail. La famille se gare au bout du Isles Cove Trail et entame donc la randonnée. Jonathan possède sur lui un téléphone portable. C'est lui qui porte sur son dos, dans un porte-bébé de randonnée donc, leur petite fille Mijou. Et de son côté, Hélène porte dans son sac à dos 2,5 litres d'eau. Et c'est donc parti pour cette randonnée. Le lendemain matin, le 16 août, Jonathan ne se présente pas à son bureau, dans les locaux de Snapchat. De son côté, les élèves d'Hélène, à qui elle doit donner un cours de yoga à 11h, ne la voient pas. Ça, c'est bizarre. C'est bizarre parce que si elle a un empêchement, elle prévient. En fait, ils ont un groupe avec ses élèves, un groupe WhatsApp, dans lequel, si quelqu'un est absent, prévient de suite. Et en plus de ça, leurs 2 portables sont sur messagerie et personne n'a plus de nouvelles d'eux depuis qu'ils ont prévenu qu'ils partaient pour cette randonnée. C'est leur nourrice, inquiète de ne voir personne, qui appelle les autorités pour signaler la disparition de la famille. La nourrice raconte aux policiers que quand elle est arrivée, personne n'était là. Il n'y avait aucun mouvement dans la maison. Et elle explique également que la famille a l'habitude effectivement de faire des randonnées le dimanche, mais jamais pour une nuit entière, surtout accompagnée de leur fille. Le shérif du comté de Mariposa prend l'affaire rapidement très au sérieux et avec une petite équipe, ils se rendent sur place. Les premières recherches commencent donc le mardi 17 août. En tout début de matinée, à 7h du matin, le Ford Raptor est repéré sur un parking du parc, là où s'était garée effectivement la famille. 2 policiers décident de partir à pied, de prendre le même sentier de randonnée qu'a emprunté la famille. Et un hélicoptère est même appelé en renfort pour mener des recherches depuis les airs. Et ces recherches ne vont pas prendre de temps. Les 2 policiers qui sont à pied parcourent environ 2 km lorsqu'à 9h du matin, un des 2 policiers aperçoit au loin 3 formes. 3 formes étendues sur le sentier. Le corps de Jonathan Gerrish est retrouvé face contre terre. La petite Mijou également est retrouvée à ses côtés. Et le chien husky se trouve près de la petite fille. Ses pattes sont posées sur ses jambes. Les 3 sont décédés. Et tous les 3 ne présentent aucune blessure suspecte, en tout cas en apparence. 100 mètres plus haut, les policiers font une autre terrible découverte. Ce coup-ci, il s'agit d'Hélène. Elle est couchée sur le ventre, tout habillée, elle est morte, son cœur ne bat plus, sa peau est froide. Et elle ne présente elle aussi aucune blessure apparente, aucune trace de coup. Les secours sont appelés par radio et pendant ce temps-là, pendant que les secours arrivent, les policiers reviennent sur leurs pas pour retourner à la voiture. Et en revenant sur leurs pas, ils font une découverte qu'ils n'avaient pas fait avant, ils retrouvent la clé de voiture. En fait, la clé de voiture a été certainement perdue par la famille pendant leur randonnée. La zone est alors évacuée, elle est fermée au public. Les corps sont retirés par hélicoptère et sont emmenés pour être analysés. C'est le corps de Jonathan qui est examiné en premier et les examens ne montrent aucun traumatisme. En fait, au tout départ, les médecins légistes ne sont pas en mesure de déterminer la cause du décès. Et c'est exactement la même chose pour le reste de la famille. Alors les enquêteurs interrogent les amis, les proches, pour en savoir un peu plus sur cette famille. Comment vivaient-ils ? Est-ce qu'ils s'entendaient bien ? Est-ce qu'il y avait des problèmes particuliers, des tensions ? Est-ce que quelqu'un leur en voulait ? Est-ce qu'ils connaissaient bien la région ? Et les amis et les proches de Jonathan racontent que non, tout allait bien, que Jonathan était heureux, que lui était très excité à l'idée de rénover sa maison, qu'Hélène était épanouie, que le couple était très protecteur envers leur fille. Il faisait attention à la moindre chose, il faisait attention à ce que la température dans la chambre soit bonne, il se demandait tout le temps si elle n'avait pas faim, si elle était assez couverte, etc. En fait, pour les amis, pour les proches, jamais ils ne mettraient en danger leur fille, ou même leur vie. Ils tenaient trop à ça. Comme vous pouvez le voir sur ces documents officiels qui proviennent de l'enquête policière, la maison du couple a été inspectée, mais rien de particulier n'a été trouvé. Et en plus de ça, la femme de ménage du couple était déjà passée faire le ménage, sans savoir ce qui était arrivé évidemment à la famille. Et du coup, les policiers lui ont posé la question, lui ont demandé « Est-ce qu'en arrivant, vous avez vu des choses inhabituelles ?» Sa réponse est claire « Non ». Quelles sont les théories de ce tragique événement ? On n'a pas de blessure apparente, pas de problèmes familiaux, une famille heureuse. Alors comment sont-ils morts ? La toute première théorie logique qui est avancée, c'est que la famille a peut-être manqué d'eau. Il faisait chaud ce jour-là, les températures atteignaient les 43 degrés, peut-être qu'ils ont bu toute leur eau disponible dès le début de la randonnée et qu'ensuite ils se sont aventurés et qu'ils ont bu dans cette rivière, regardez, qui longe le sentier, mais une rivière contaminée par des algues toxiques. Et d'ailleurs, depuis le 13 juillet 2021, les rangers du parc y ont installé des panneaux
des panneaux interdisant aux visiteurs de s'approcher de la rivière. Mais le couple a forcément vu ces panneaux. Ça paraît peu probable qu'ils s'y soient aventurés, en sachant qu'ils pourraient se rendre malades ou rendre malade leur petite. En tout cas, des échantillons sont prélevés. Ils sont prélevés sur le peu d'eau qui reste dans la vessie d'Hélène. Les résultats montrent que l'eau contient une quantité modérément élevée de très petites bactéries. 3 échantillons d'eau sont prélevés également dans différentes zones entourant le Devil's Gulch Park. Les 2 premiers échantillons ne montrent rien de notable qui pourrait nuire à l'homme. En revanche, le 3e échantillon contient une bactérie connue pour tuer des animaux et en particulier des chiens. Mais, c'est important de le souligner, sans décès humain connu. Et les médecins sont affirmatifs. Ils font également des analyses sur le chien, sur Oski, et c'est vrai, ils trouvent une faible quantité de cette bactérie. Mais selon les médecins, ce n'est pas ça qui a pu le tuer. Ce n'est pas ça qui a pu le tuer parce qu'il aurait fallu qu'il en ingère beaucoup plus que ça. Donc le rapport des médecins est le suivant. Il est très peu probable que la famille soit décédée en ingérant cette eau. La piste des algues toxiques est donc éliminée. Une autre source potentielle d'empoisonnement est étudiée par les autorités. À proximité du Savage Lundy Trail, le sentier où ils se sont rendus, se trouvent de vieilles mines abandonnées, des mines du Devil's Gulch qui ont été creusées en fait du temps de la ruée vers l'or dans les années 1850-1860. Et ce qui interroge les autorités, c'est que souvent dans ces cavités, dans ces grottes, la teneur en monoxyde de carbone peut s'avérer élevée, voire très élevée. Et d'ailleurs, en 2013, 2 ouvriers d'une mine d'or du Colorado ont trouvé la mort de cette façon, intoxiqués. Alors, la théorie qui est avancée, c'est que les guerriches se sont peut-être approchés trop près d'une entrée de mine et qu'une poche de gaz a éclaté au moment de leur passage. Mais le shérif du comté a annulé cette piste. Pour lui, ça paraît peu probable. Ça paraît peu probable parce qu'il n'y a aucune mine en fait qui entoure l'endroit où se trouvaient les corps. Et à ce moment-là donc, on ne connaît toujours pas les circonstances exactes de leur mort. Tout ça reste donc très mystérieux et toutes les causes sont possibles, vous le voyez. Un meurtre, la foudre, un empoisonnement par de l'eau contaminée, par des algues, des gaz toxiques émis par des mines abandonnées, on en parle, l'usage de drogue ou alors le suicide. Plus de 30 organismes, dont le FBI, travaillent sur cette affaire. Entre-temps, tout le monde se pose cette question, si la famille a été en difficulté, y a-t-il eu des appels à l'aide? Ça, c'est une véritable question. Lorsque les policiers ont découvert les corps, un téléphone portable a été retrouvé dans la poche de Jonathan Gerrish. Je vous l'ai dit, il est parti avec son téléphone portable. Et ce téléphone va parler, va montrer plusieurs choses. Dans ce téléphone, la police découvre plusieurs selfies, une vidéo et quelques photos prises par le couple pendant cette randonnée. Au total donc 16 photos et vidéos, prises précisément entre 7h44 et 12h25. Et la dernière photo prise par le couple est une capture d'écran de leur position sur une application de randonnée. Ça veut dire, si on retranscrit les choses, qu'ils ont fait une capture d'écran de leur position pour certainement l'envoyer par message à quelqu'un pour demander de l'aide. Et regardez, sur ce document, je vous ai détaillé la chronologie des heures auxquelles ont été prises les photos et le type de photo en question. Les autorités ont pu récupérer dans ce téléphone portable un SMS provenant du téléphone de Jonathan à 11h56. Ce SMS est le suivant. Pouvez-vous nous aider? Nous n'avons pas d'eau et la petite a très chaud. Malheureusement, le réseau téléphonique dans le secteur où il se trouvait à ce moment-là est inexistant. Environ 13 minutes après ce message, le téléphone de Jonathan indique qu'il a essayé d'appeler plusieurs numéros. Alors il y a différentes sources contradictoires qui s'opposent sur ce sujet parce que certains disent que le numéro de téléphone composé principalement en premier a été le 911, donc les secours, et d'autres, en tout cas dans les articles que j'ai pu trouver, dans les analyses également qui ont été faites, disent que non, Jonathan n'a jamais appelé le 911 et a plutôt essayé d'appeler des amis. Le premier appel en tout cas a été effectué à 12h09, suivi de 4 autres appels à 12h35 qui à partir de là ont été effectués à 1 minute d'intervalle. Ça veut dire que à 12h35, je pense que l'urgence de leur côté devait s'accélérer. Essayons de reconstituer leur parcours pour comprendre ce qui a pu se passer. Pour essayer de déterminer clairement ce qui s'est passé, les autorités ont reconstitué leur parcours ce jour-là. Le matin de la randonnée, à 7h45 par exemple, un témoin qui promenait son chien a repéré la voiture de la famille se dirigeant vers le début du sentier. Donc on sait, de sources sûres, qu'ils sont arrivés au sentier vers 8h ce matin-là. Ils ont garé leur voiture à côté du Heights Cove Road pour commencer leur randonnée. Au moment où ils commencent leur randonnée, la température est de 24 degrés. 24 degrés, vous le voyez, à 8h du matin.
Le Heights Cove Trail fait à peu près 600 mètres d'altitude sur une distance de 3,5 km. Quand ils arrivent au bout de ce sentier, on estime qu'il est 10 heures et la température extérieure est alors de 33 degrés. La partie suivante de la randonnée suit l'embranchement sud de la rivière Merced et mesure environ 3 km de long, ce qui nous emmène au début du Savage Lundy Trail. Selon le shérif du comté de Mariposa, la famille est arrivée en bas du sentier à 11h30. Et à ce moment-là, la température a atteint 38 degrés. Il y a une chose très importante qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des incendies en fait à cet endroit-là, des mois auparavant, des incendies qui ont brûlé des arbres. Ce qui fait, et vous l'imaginez, qu'au moment où la famille Guériche fait sa randonnée, il n'y a aucun point d'ombre. Ils ne peuvent pas se réfugier. Et à midi, ce jour-là, les températures atteignent, écoutez bien, les 43 degrés. Et c'est à ce moment-là que Jonathan, selon les enquêteurs, s'est peut-être arrêté pour lui faire de l'ombre, mais surtout pour tenter d'appeler de l'aide avec son téléphone portable. Et pendant ce temps-là, Hélène a monté la colline, une centaine de mètres, pour voir s'il y avait un point d'eau ou de l'aide un peu plus loin. C'est pour ça, en tout cas selon les enquêteurs, qu'on a retrouvé en fait son corps plus haut. Pendant l'enquête, les détectives ont questionné, comme vous le voyez sur ce document, un employé du service forestier des États-Unis qui connaît très bien cette boucle de randonnée qui a été empruntée par la famille Guériche. Cet employé a estimé que la boucle totale de ce sentier fait à peu près 16 km et il a qualifié ce sentier de difficile, en expliquant notamment que le Savage Lundy Trail, vous savez la fin de la randonnée, est très exposé avec une grande altitude. Et il va plus loin, il explique que les randonneurs en général, en tout cas les randonneurs aguerris, savent qu'il faut éviter ce sentier pendant les mois d'été en raison de son exposition. Et lorsque les policiers lui demandent quelle quantité d'eau il fallait prendre pour cette randonnée, eh bien selon cet expert, et il est formel, il faut pour cette randonnée 3 litres minimum par personne. Je vous rappelle que la famille, elle, avait pris 2,5 litres pour eux 3. 2 adultes, un enfant, et peut-être en ont-ils donné aux chiens. Donc clairement, vous le voyez, ce n'était pas assez. Les détectives ont également interrogé un randonneur très expérimenté qui connaît très bien cette randonnée, qui connaît très bien le coin, parce qu'il a beaucoup aidé à entretenir les sentiers de la région. Et lui, eh bien, il a décrit ce sentier comme étant accidenté en raison de son exposition constante au soleil, de sa montée continue et du manque de sources d'eau. Et il a ajouté lui aussi que les mois de juillet et août n'étaient absolument pas le bon moment pour être sur ce sentier sur le Savage Lundy Trail. Et cet expert va plus loin, il explique que lorsque lui, il emprunte cette randonnée, il emporte toujours avec lui un filtre à eau et sait pertinemment où se trouvent les sources d'eau. En gros, vous comprenez, il explique que c'est très dangereux, que c'est inconscient de s'aventurer dans ce genre de randonnée sous 43 degrés avec seulement 2,5 litres d'eau pour tout le monde. Les détectives ont continué leur enquête en parlant ce coup-ci avec un médecin qui connaissait également les dangers de la randonnée. Pour le médecin, c'est clair, il y a de fortes chances que la famille soit morte de chaud, d'hyperthermie, c'est-à-dire d'une température corporelle élevée avec une possible déshydratation due à l'exposition à l'environnement. Alors qu'est-ce qu'on élimine? La mauvaise rencontre? Le meurtre, clairement? La dispute? L'accident? En fait, la réponse, on va l'obtenir quelques semaines plus tard. Le verdict officiel tombe, cause de la mort, donc hyperthermie et déshydratation. Je ne vais pas vous donner des cours de médecine, mais il faut savoir que lorsqu'une personne meurt d'hyperthermie, en fait, son cerveau s'arrête, son système nerveux dysfonctionne, les organes cessent de fonctionner, ce qui entraîne la mort. Et ça peut aller très vite. Et la pratique d'un sport en altitude peut favoriser la survenue d'une hyperthermie. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais tout laisse à croire clairement que cette randonnée était très mal préparée. Il y avait peu d'eau, 2,5 litres d'eau pour la famille, pour 3, c'est très peu. Un endroit compliqué, est-ce que vraiment cet endroit il le connaissait? Des températures extrêmes. La question qu'on se pose, c'est pourquoi, étant des randonneurs aguerris, ils se sont aventurés en sachant que les températures grimperaient jusqu'à 43 degrés. Et encore, 43 degrés, c'est la température vraiment de l'air, mais dans la cavité, non abritée, les températures ont dû encore plus monter. Ça, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi des randonneurs qui sont aguerris, en tout cas quand on lit les descriptions d'Hélène et de Jonathan, surtout de Jonathan, aient pu partir comme ça en randonnée aussi longtemps, jusqu'à midi. En plus, on sait qu'à midi, c'est là où la chaleur est la plus importante, avec en plus de ça, une petite fille d'1 an. C'est clairement inconscient. Et en plus de ça, il y a autre chose qui n'a pas été éclaircie, c'est cette clé de voiture qui a été perdue, vous savez, sur leur chemin, sur le sentier de la randonnée. On est d'accord, une clé de voiture, c'est quelque chose de très important. Quand on fait une randonnée, quand on est encore une fois un randonneur aguerri, on l'accroche, on la met dans son sac, on la perd pas. Là, cette clé, à mon avis, elle était dans une poche et elle est tombée. Ça veut dire qu'en plus de ça, même s'ils avaient essayé de rentrer à leur voiture, s'ils y étaient parvenus, ils se seraient retrouvés coincés.
Voilà, c'est la fin de cette histoire. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'avais très envie de la traiter sur ma chaîne. Je sais que cette histoire a déjà été traitée par d'autres youtubeurs, mais j'avais très envie de la faire et j'ai pas envie de me mettre de barrière. Donc voilà, je l'ai traitée de A à Z en trouvant le maximum d'informations et je vous ai relaté les faits tels qu'ils ont été exposés dans les différents médias et notamment par des documents officiels de l'enquête. On se retrouve très bientôt pour un gros format qui arrive sur ma chaîne, je vous en dis pas plus. Ce sera une grosse enquête d'une affaire française qui va être réalisée en collaboration avec des journalistes sur le terrain. Ce sera une fois par mois, une grosse enquête qui sera donc sur ma chaîne. Je vous en dis plus dans quelques jours. Soyez là, merci en tout cas pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut!